Et d'abord, je dis au président Juncker, merci de me recevoir pour Europe 1 et cet entretien en direct de Bruxelles à quelques heures d'un important Conseil européen et d'une journée vraiment très chargée, très forte. Président, merci de m'accueillir. Merci et bonjour. Bonjour. La Tunisie endeuillée est sous le choc de l'attentat terroriste qui a fait des victimes dans différents pays européens. Est-ce que l'Europe a conscience qu'elle est en vrai danger ? Nous ne sommes pas en danger parce que nous appuyons notre action sur un cortège de valeurs sûres et certaines. Mais ces valeurs sont menacées par ceux qui, hier ou en janvier à Paris, ont commis des actes condamnables. Donc l'Europe n'est pas en danger, mais en alerte. Oui, mais la Tunisie, le Maghreb le sont. La Tunisie était le symbole d'une révolution arabe démocratique. Comment faire pour sauver ce modèle tunisien ? Et d'abord, quel type d'émotion vous avez ressenti et quelle envie d'action vous avez ce matin ? Moi, j'étais très touché par le mouvement qui s'est déclenché dans le cadre de ce qu'on appelait le printemps arabe en Tunisie. Et je suis très triste, désolé, terrifié, interpellé par le fait que justement dans ce pays-là, des actes horribles aient pu se passer hier. Et je voudrais dire, puisqu'on nous écoute en Tunisie également, à quel point nous nous sentons proches des Tunisiens. Hier soir, comme je l'avais dit en janvier, lors des événements de Paris, je me suis senti très tunisien. Oui, mais au-delà de l'émotion qui est légitime, est-ce que l'Union européenne va accorder sans tarder une aide économique dont la Tunisie a besoin et peut-être aussi une aide en matière de défense, de renseignement ? Enfin, c'est une décision qui relève des États membres, qui ne relève pas en première ligne. Mais vous le demanderez aux chefs d'État et de gouvernement que vous verrez ce soir. Je verrai mes collègues membres du Conseil européen, on en discutera et on verra par quels moyens additionnels on peut porter secours à la Tunisie. Est-ce que vous pensez que l'Union européenne doit pousser les États à davantage participer au combat contre la menace djihadiste aujourd'hui ? Enfin, nous sommes en train de déployer, y compris sur le terrain, des moyens tout de même importants et je crois que cet effort doit se poursuivre. Le président tunisien Essebsi est en train de proposer une marche de solidarité. Est-ce que vous pensez qu'il faut y participer ? Enfin, je crois que l'Union européenne doit se faire représenter. Nous étions à Paris, tous les chefs d'État et de gouvernement, et je crois qu'un même élan de solidarité s'impose à l'égard de la Tunisie. Vous avez déclenché, président Juncker, un débat en évoquant la nécessité d'une défense européenne. Dans votre esprit, est-ce qu'elle est destinée à protéger aussi le continent européen de la guerre que lui mène le terrorisme ? Je crois que nous sommes en face d'un risque de guerre polyforme et donc la menace terroriste qui est permanente doit être prise en compte lorsqu'on discute des moyens de défense de l'Europe. Oui, mais pas seulement sur le continent européen parce qu'il y a eu ce qu'on a vu de M. Poutine, etc., et de l'Ukraine, mais contre le terrorisme. Enfin, plusieurs armées européennes sont engagées dans cette lutte contre le terrorisme. D'abord l'armée française. Oui, enfin l'armée française qui est une des seules armées européennes qui vraiment s'est rapidement déployé ses moyens et qui très souvent sauve l'honneur de l'Europe. On l'a vu au Mali, on le voit un peu partout. Donc sans l'armée française, l'Europe serait sans défense. Vous dites vous-même que la France consacre des sommes importantes pour ses opérations extérieures et intérieures de l'armée. Mais est-ce qu'il est normal que les Français payent pour la sécurité de tous ? Pourquoi il n'y a pas une prise en charge collective ? Moi, je suis en faveur d'une prise en charge plus collective de cet effort de défense qui est celui de la France. La France, comme je le disais, très souvent sauve l'honneur de l'Europe. Pour sauver l'honneur de l'Europe, il faut mettre de l'argent. Oui, mais pourquoi on ne le met pas ? Et pourquoi vous ne retranchez pas les dépenses militaires du calcul des 3% de déficit ? Vous savez qu'on vous le demande de plus en plus. Oui, on me le demande. On me le demande à chaque endroit. Les uns me disent, voilà, les efforts de défense ne doivent pas être pris en compte au niveau de l'interprétation du pacte de stabilité. D'autres me disent, et je le dis moi aussi, les efforts d'aide à la coopération doivent être mieux considérés. Donc si on commence par soustraire de l'œil du pacte de stabilité les dépenses militaires, nous inaugurons un cycle de dépenses à annuler. Oui, mais il faudra y réfléchir. Président Juncker, nous y réfléchissons d'ailleurs. Vous avez reçu et entendu Manuel Valls hier. Est-ce qu'il vous a vraiment convaincu ?
L'Europe est une machine productrice de solidarité et de confiance. Sans confiance, on ne peut pas gouverner l'Europe, si j'ose dire. Et donc, moi, je n'oppose pas à l'égard de la France un sentiment de défiance. Au contraire, je suis convaincu. Mais à Bruxelles, il y a de la défiance. Non, ce n'est pas vrai. Il y a un débat concernant la France, un débat concernant les autres pays qui ne respectent pas entièrement les règles émises dans le cadre du pacte de stabilité, mais il n'y a pas un sentiment de défiance particulier à l'égard de la France. Et la France, a dit Manuel Valls, tiendra ses promesses d'arriver à 2,8% de déficit public au terme du délai de 2 ans que vous lui avez accordé. Est-ce que vous le croyez? Oui. Ça, c'est un oui. Oui. Et vous lui avez demandé... Un oui sans nuance. Voilà, vous lui avez demandé 4 milliards d'économies supplémentaires, il vous a dit lesquelles? Et vous savez lesquelles? Mais non, ce n'est pas l'objet de la pensée de la Commission. La France choisira elle-même les lignes budgétaires auxquelles elle souhaitera apporter modification. Donc c'est une décision de la France. Oui, mais vous voulez que les réformes aillent plus loin, plus vite. Je crois que les réformes structurelles, comme on dit, sont très importantes, plus en France que dans d'autres pays qui sont plus avancés à mais la matière. Lesquelles pour nous? C'est la décision de la France. Je veux dire, nous ne dictons pas à la France quel genre de réforme structurelle elle doit entreprendre. C'est à la France elle-même de choisir l'axe de son action. Mais vous estimez qu'elle fait des efforts suffisants? Il faut qu'elle aille encore plus loin. Pour l'instant, ces efforts ne sont pas suffisants. Moi, j'ai bien vu qu'il y a eu la loi Macron et je voudrais que la loi Macron trouve... un prolongement encore plus substantiel. C'est-à-dire, vous auriez voté la loi Macron, mais vous voulez qu'on aille plus loin? Enfin, je ne sais pas si je l'aurais voté, mais parce que je ne suis pas parlementaire français, mais je crois que c'est une démarche qu'il convient de saluer. Je voudrais que l'effort structurel, en matière de réforme structurelle, aille plus loin. Président Juncker, on voit les dirigeants de l'Europe qui défilent souvent dans votre bureau, ici, dans cet immeuble. Est-ce que Bruxelles, c'est devenu Canossa? Non, d'ailleurs, en écoutant vos collègues, je dois dire que je ne suis pas à Bruxelles par amour, mais par nécessité, parce que c'est ici que l'essentiel des décisions se prend. Et non, je ne suis pas quelqu'un qui gère la maison Canossa, je suis quelqu'un qui gère l'intérêt commun de l'Europe. Et oui, qu'est-ce que vous faites pour la croissance? On voit bien ce que fait Mario Draghi avec la BCE. Vous, il y a le plan d'investissement Juncker. Il devait apparaître dans les prochains mois. Est-ce qu'il sera prêt? Est-ce que ça va être une réalité? Mais écoutez, il faut tout de même voir que nous avons changé le discours et le contenu de l'action politique en Europe. Il y a la nécessité de consolider les finances publiques, c'est essentiel. Il y a la nécessité d'entreprendre les réformes structurelles porteuses de croissance à court et à moyen terme. Et puis, nous avons lancé une politique qui vise à relancer la croissance, une croissance fertile en emploi. Le plan Juncker, on va le voir. Ce plan d'investissement est prêt. Nous l'avons présenté. Le Parlement et le Conseil sont en train de co-légiférer. Ce plan sera prêt au mois de juin. Je voudrais ici saluer l'action de la France dans ce domaine, puisque le Premier ministre, hier, en nous visitant, a répété son engagement de contribuer par 8 milliards via la Caisse des dépôts. Voilà, la Caisse des dépôts, on en parlait hier avec Pierre-René Lemas, la Banque européenne d'investissement, la Caisse des dépôts, la BPI veulent contribuer, on vous l'a dit, pour les 8 milliards. Donc vous ne renoncez pas, il y aura effectivement un plan avec des projets concrets. On ne tombe pas amoureux d'un chiffre de 3%, on ne tombe pas spontanément amoureux des réformes structurelles, mais on peut tomber amoureux d'une Europe qui vise très concrètement et très activement une politique de croissance fertile en emploi. On peut tomber amoureux, Monsieur le Président Juncker, d'une Europe qui se réconcilie avec les citoyens et qui crée de la croissance et de l'emploi, c'est ça? Mais il y a un énorme fossé entre l'attente du grand public, des peuples d'Europe, et l'action de l'Union européenne et donc de la Commission. Et mon ambition à moi est de tout faire pour enlever de l'importance à ce fossé qui existe entre l'opinion publique et l'Europe. C'est la raison pour laquelle je voudrais que la Commission et donc l'Europe et donc la Commission se concentrent sur les grands dossiers et non pas sur les petites choses. Alors, ce soir à Bruxelles, il y a un sommet européen qui va être consacré à la Grèce. Pour le ministre allemand Schäuble, qui est un vrai Européen, pour la Grèce, dit-il, le temps est compté. Et vous-même, vous ne cachez pas votre inquiétude. Pourquoi ? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a plusieurs langages dans le gouvernement actuel? Langage à Paris, à Athènes, à Berlin, à Bruxelles? Tout d'abord, je voudrais dire que je suis un amoureux de la Grèce. J'aime beaucoup les Grecs et la Grèce, et surtout ceux qui souffrent des conséquences des plans d'ajustement. Et donc, il faudra tout faire pour contribuer à
permettre à la Grèce de se sortir de l'impasse dans laquelle elle se trouve. Oui, mais êtes-vous sûr qu'elle ne sera pas obligée de sortir de la zone euro? Non, mais c'est un dialogue que j'espère vertueux entre la solidarité des uns et la solidité des autres. Donc, oui, mais il y a la solidarité des uns, mais il n'y a pas la solidité des autres. La Grèce, sur les 3 dernières années, a entrepris beaucoup de réformes, a fait beaucoup d'économies budgétaires, a réalisé un surplus budgétaire primaire. Donc, il n'est pas vrai de dire que la Grèce n'aurait pas fait d'efforts. Il n'est pas correct de dire que la Grèce est un peuple de fainéants. Non, ce n'est pas le cas. Non, mais parlons franchement, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'un nouveau séisme en Europe à cause de la Grèce qui est au bord de la faillite? Je ne crois pas qu'un nouveau séisme se pointe à l'horizon, puisque nous avons mis en place des mesures qui nous permettront de réagir mieux à la crise, si jamais crise nouvelle il devait y avoir, que lors de la dernière crise. Je vais essayer d'être encore plus concret. Qu'est-ce que ce soir vous diriez toujours, oui. Et vous direz ce soir à M. Tsipras? Je vais répéter ce que je lui ai dit à 2 reprises, puisque nous nous sommes vus à 2 reprises. La Grèce doit entreprendre les réformes qui sont nécessaires. La Grèce doit faire en sorte que les engagements qu'elle a pris au niveau de l'Eurogroupe en 2012 et récemment soient suivis d'effet. Et quand le gouvernement de Tsipras veut que l'Allemagne dédommage et indemnise la Grèce pour les crimes commis par les alliés du Troisième Reich, est-ce que vous dites que c'est un débat ouvert, ça? Non, c'est un problème légal et juridique entre la Grèce et l'Allemagne qui ne concerne pas l'Europe. Et je crois d'ailleurs que ce débat, qui a été activement recherché par le nouveau gouvernement grec, détourne l'attention des uns et des autres des nécessités que nous devons affronter. La nécessité consiste à faire ce qu'on a promis, que la Grèce fasse ce qu'elle a promis et ne détourne pas le débat. Le commissaire européen Pierre Moscovici, le français européen, a révélé... Le commissaire qui vient de France, ce n'est pas un commissaire français. Et a révélé votre plan de lutte contre l'évasion fiscale des entreprises. Il est prévu un échange automatique d'informations pour obtenir plus de transparence et de justice sociale. Est-ce que vous y tenez aussi personnellement? Oui, moi j'y tiens beaucoup, ne fût-ce que parce que j'ai été mis en cause et mon action a été mise en cause dans le contexte que vous savez. Non, je crois que l'équité fiscale est une valeur que nous devons activement rechercher. Les propositions faites par mon ami Pierre Moscovici vont dans le bon sens et trouvent tout mon soutien. Oui, et si votre appel à plus de vertu fiscale et sociale n'est pas respecté, est-ce qu'il faut s'attendre à des réprimandes, des enquêtes, des sanctions? Oui, mais la commission enquête dans le cadre des politiques de concurrence. Madame Vestager, en charge de ce domaine important de l'action de la commission, est en train de regarder de près ce phénomène. C'est un phénomène qui d'ailleurs n'est pas limité à 1 ou 2 ou 3 ou 4 pays. Les décisions fiscales anticipées sont en cours dans tous les pays, pratiquement tous les pays, y compris en France d'ailleurs. Alors, je vais terminer avec vous. Vous connaissez bien chaque pays de l'Europe, président Juncker. L'extrême droite, les populismes anti-européens ne cessent de grandir. Vous avez eu 30% prévus pour les intentions de vote en faveur du Front National en France. Est-ce que vous êtes inquiet? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et qu'est-ce que l'Europe peut montrer comme visage plus dynamique, plus rapproché des citoyens, comme je disais tout à l'heure? Avec l'extrême droite, il ne saurait avoir ni dialogue ni débat. Mais avec les populismes qui sont à distinguer de l'extrême droite, il faut engager un débat conséquent. Et donc, je crois que les populistes, tout comme l'extrême droite d'ailleurs, parfois posent de bonnes questions et toujours donnent de mauvaises réponses. Mais vous êtes inquiet par la montée des extrêmes droites, y compris du Front National en France? Mon idée de la France n'est pas celle que préconise l'extrême droite. La France, pour un luxembourgeois que je suis, est un pays que nous admirons, non pas de loin, mais de très près. Je voudrais voir en France les forces démocratiques, vertueuses, tourner résolument vers l'avenir, prenant en compte les droits de l'homme, respectant l'autre, ne détestant pas l'étranger, continuent à diriger la France. Merci, Président Juncker. Merci d'avoir reçu Européen et bon sommet européen à vous, oui. Thomas. Merci à vous et bonne journée.